Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de cette édition. L'axe Dakar-Yamoussoukro se renforce. Le président Macky Sall poursuit sa visite d'État en Côte d'Ivoire. Après les accords signés avec le gouvernement ivoirien, le président sénégalais est fait citoyen d'honneur. Il a reçu les clés de la ville d'Abidjan et a intégré la chefferie traditionnelle avec comme nom Ayopo, qui signifie celui qui pardonne. L'hôpital général d'Abobo Nord, fermé depuis plus d'1 an pour des travaux de réhabilitation, est maintenant fonctionnel. L'établissement est désormais entièrement rénové et équipé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à l'inauguration aujourd'hui, une réouverture saluée par le personnel et les populations. Les droits de l'homme sont respectés en Côte d'Ivoire. Le gouvernement veille à leur application. C'est la déclaration faite par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, à la tribune de l'AIP. L'invité de l'agence ivoirienne de presse appelle par ailleurs chacun à miser sur la scolarisation des enfants, devenue obligatoire en Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi a été donné ce vendredi au Caire. La 32e CAN de l'histoire a démarré. Le match inaugural Égypte-Zimbabwe s'est soldé par la victoire des Pharaons 1-0. Avant la rencontre, s'est tenue la cérémonie d'ouverture animée par 3 artistes dont l'ivoirienne Tobé Niaouré. Le son, la lumière, la musique étaient au rendez-vous. Soyez les bienvenus sur RTI1. En raison de la CAN 2019 qui vous a été proposée sur RTI1, nous démarrons ce journal à 22h15. Merci de nous suivre à travers le monde. Comme vous le voyez sur ces images, le coup d'envoi a été donné ce vendredi au Caire. La 32e CAN de l'histoire a démarré. Le match inaugural Égypte, pays hôte, et le Zimbabwe s'est soldé par la victoire des Pharaons 1-0. Avant cela, s'est tenue la cérémonie d'ouverture, spectacle haut en couleur assuré par 3 artistes dont l'ivoirienne Tobé Niaouré. Ils ont animé la soirée en 3 langues, le français, l'arabe et l'anglais. Le public s'est régalé au stade international du Caire. Il y avait du son, de la lumière, de la musique. Et pour cette CAN 2019, notez que 24 équipes dont la Côte d'Ivoire sont en compétition. Les éléphants figurent dans le groupe D. Ils entrent en lice le lundi 24 juin prochain et ils affronteront les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Voilà, la Côte d'Ivoire est en lice, tout comme le Sénégal, dans cette Coupe d'Afrique des Nations et qui se déroule en Égypte jusqu'au 19 juillet prochain. Les 2 pays entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Le président sénégalais a entamé hier jeudi une visite d'État en terre ivoirienne et à l'issue de l'entretien avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, 5 accords de coopération ont été signés. Les 2 pays envisagent de renforcer le commerce et l'investissement. À Ouattoury. Le palais présidentiel, ce jeudi 20 juin, le président sénégalais Macky Sall, reçu par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, au premier jour de sa visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Les 2 chefs d'État se sont retrouvés pour une séance de travail élargie à leurs délégations respectives, suivie d'un entretien en tête-à-tête. Les modalités de renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans les domaines de l'énergie et du pétrole, de la pêche, de l'agriculture, de la culture et du tourisme ont été explorés au cours de cette rencontre. J'ai beaucoup de respect, d'affection et de considération pour le président Ouattara. C'est un aîné attentionné qui a un grand sens de l'histoire et des relations humaines. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont unis par des liens historiques solides et profonds et partagent le même destin. Je me dois de remercier le président Ouattara, son épouse Dominique Ouattara, le gouvernement et le peuple ivoirien pour l'hospitalité que mes compatriotes ont toujours trouvée en Côte d'Ivoire. Avec le président, nos discussions ont porté sur tout ce qui lie les 2 pays, notamment la coopération bilatérale, comme il l'a dit, qui se porte bien, mais qui peut faire encore des progrès, particulièrement dans le domaine commercial, dans le domaine de l'investissement privé. Nos hommes d'affaires pourraient en effet saisir cette occasion pour augmenter les niveaux d'échange dans les domaines de l'agriculture où la Côte d'Ivoire est un grenier par excellence. Et nous avons la volonté d'accroître les échanges commerciaux,
notamment en renforçant le partenariat entre les secteurs privés des deux pays. De même, nous avons évoqué les possibilités d'approfondir les partages d'expériences et de bonnes pratiques dans des domaines comme les énergies renouvelables, mais également les énergies fossiles, où la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance sur nous. Nous avons bien évidemment la volonté de renforcer davantage les relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nos échanges sont à un bon niveau, mais je crois que nous pouvons faire mieux, car le potentiel est là. Et je crois que la volonté politique et aussi les hommes et les femmes d'affaires sont engagés. L'organisation de la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-sénégalaise a permis de faire quelques avancées. Et nous sommes d'accord qu'il faut explorer des secteurs tels que la pêche, la culture, le tourisme, le commerce, la défense et la sécurité, mais également la santé, l'éducation et la jeunesse. Nous avons aussi insisté sur la nécessité d'une meilleure intégration en Afrique de l'Ouest, et notamment de nos deux pays à travers l'autoroute donc internationale Abidjan-Lagos, Abidjan-Dakar. C'est un dossier que nous soutenons au niveau de la CEDEAO. Nous avons aussi évoqué la question de la mise en œuvre de la feuille de route révisée, la monnaie unique de la CEDEAO. Évidemment, les questions monétaires sont des questions délicates, mais importantes. Et nous considérons que l'UEMOA a bien servi et sert bien nos États, et que ça doit être un point d'ancrage de toute évolution par rapport à cette monnaie unique. Les présidents Alassane Ouattara et Macky Sall ont par ailleurs présidé la cérémonie de signature de 5 accords bilatéraux. Des accords de coopération en matière d'habitat social, dans les domaines de l'industrie cinématographique, du pétrole et de l'énergie, ainsi que du commerce. Et ce vendredi, deuxième jour de sa visite d'État en Côte d'Ivoire, le président sénégalais a été fait citoyen d'honneur. Il a reçu le parchemin et les clés de la ville d'Abidjan. Le gouverneur Robert Begré-Mambé l'a intégré dans la chefferie traditionnelle avec pour nom Ayopo, qui signifie celui qui pardonne. Le président Macky Sall se réjouit de cette intégration qui renforce les liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Jérôme Kofi Abolé. Macky Sall au deuxième jour de sa visite de 72 heures en Côte d'Ivoire. L'une des étapes qui marque cette journée de vendredi, l'hôtel du district autonome d'Abidjan. Le chef de l'État sénégalais y est fait citoyen d'honneur du district. C'est à ce titre qu'il reçoit son parchemin en plus des clés de la ville. Par ailleurs, intégré dans la hiérarchie des chefs traditionnels, le président du Sénégal a désormais un autre nom, celui de Ayopo. Pour le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, il n'y a pas mieux pour parler de marque de considération à la dimension de l'illustre hôte. Vous êtes ici parmi vos frères et sœurs qui reconnaissent en vous un homme de culture et un homme de paix, mais pragmatique et qui va à l'essentiel pour le bien-être de ces populations. C'est pourquoi vos frères et sœurs du district autonome d'Abidjan, conscients de vos grandes qualités d'homme d'État, souhaiteraient que vous demeuriez pour toujours un des leurs. Ils m'ont prié de venir respectueusement vers vous pour accomplir 4 missions ce matin. La première mission, il vous prie d'accepter d'être citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. La deuxième mission, il vous décerne le parchemin qui consacre votre statut de citoyen d'honneur d'Abidjan. La troisième mission, c'est de vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Et la quatrième mission, c'est de vous intégrer dans la hiérarchie et à titre tout à fait particulier dans la chefferie traditionnelle d'Abidjan, dans la génération des Tchaba et dans la catégorie des Diéou. Dans cet instant, Monsieur le Président, il vous donne un nom. Votre nom, c'est Ayopo. Monsieur le Président, Ayopo veut dire pardon. Réconciliation, celui qui sait pardonner, celui qui sait réconcilier
et celui qui sait résoudre. Le président Macky Sall, pour sa part, se dit honoré de recevoir les clés du district autonome d'Abidjan. Je reçois, Monsieur le gouverneur, le parchemin du citoyen d'honneur et les clés de votre mythique ville d'Abidjan, à l'heure où notre époque, éprouvée par l'ostracisme et la xénophobie, manque cruellement d'urbanité et d'humanité. Voilà pourquoi cette cérémonie est en elle-même un message sur l'idéal qui nous lie pour former un seul peuple d'Afrique de l'Ouest. Au-delà de l'honneur personnel que vous me faites, je perçois dans l'acte qui nous réunit une leçon d'humanité et de citoyenneté africaine. Nous perpétuons ainsi les enseignements de feu le président Félix Houphouët-Boigny, premier maire de la ville, chantre de la paix et du dialogue. Ces legs des anciens, mon frère aîné, le président Alassane Ouattara et moi-même, y tenons beaucoup. Avant de prendre congé, le chef de l'État sénégalais ne manque pas de signer le livre d'or du district. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il y appose son nom de chef traditionnel à Yopo. Sur le parvis de l'hôtel, à sa sortie, une autre émotion avec la foule qui l'attend et exulte. Rien qu'en regardant le président Macky Sall, on apprécie le signe qui traduit la chaleur et l'excellence des rapports entre le Sénégal qu'il dirige et la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Voilà, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, deux pays amis, envisagent également d'intensifier leur coopération énergétique. Pour joindre l'acte à la parole, le président Macky Sall s'est rendu ce vendredi sur le site de la centrale thermique de la Cyprelle, la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Le chef de l'État sénégalais est allé s'imprégner du fonctionnement de cette entreprise dotée d'une puissance installée de 56 mégawatts. Le Sénégal compte une communauté ivoirienne qui est bien intégrée. Elle a l'occasion, tout comme de nombreux touristes d'ailleurs, de visiter le monument de la Renaissance africaine qui surplombe la capitale sénégalaise. Ce monument est construit sur ce qu'on appelle à Dakar une des mamelles. Il mesure 52 mètres. Il accueille 250 visiteurs par jour. C'est un charme touristique qui ne laisse personne indifférent au pays de la Teranga. Et notre reporter Adama Koné a été séduit au cours de sa visite. Le Thieboudienne, le Mbalax, la lutte traditionnelle. Une trilogie qui s'apparente à une identité remarquable d'un même espace territorial, le Sénégal. À cela s'ajoute une réalité historique, l'île de Gorée. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est aussi la statue de la Renaissance africaine. Haut de ses 52 mètres, cette curiosité touristique impose un détour à tout visiteur de la capitale sénégalaise, Dakar. Justement, sur les 198 marches qui séparent le sol du plateau du monument, nous rencontrons le couple Wele. On est venu pour visiter les statues de la Renaissance africaine parce que c'est une fierté pour l'Afrique. Inauguré en avril 2010, le monument de la Renaissance africaine, construit en cuivre et en bronze dans le quartier de Ouakam, montre une famille africaine. Un homme tenant son épouse à la taille et son fils au biceps. Pour l'interprétation, c'est une Afrique sortant des entrailles de la terre qui tend l'obscurantisme pour la lumière. Nous rendons grâce à Dieu pour ce monument. Et ça montre que l'Afrique est capable, de faire de grandes choses. Il faut dire que le tourisme en Afrique n'est pas très développé. Donc je fais partie de ces personnes qui pensent qu'on peut commencer par nous-mêmes. Donc j'ai quitté le Gabon pour visiter Dakar. Et arrivés à Dakar, sont arrivés ici, c'est comme si on n'avait pas fait de voyage. Ce vendredi, l'on compte des Ivoiriens parmi les 250 visiteurs journaliers qu'enregistre le site touristique.
Ça parle un peu de toutes les souffrances que le peuple africain a connues et ça nous permet d'aller vers la liberté tant recherchée par le peuple africain. On a découvert beaucoup de cultures et le seul bémol, c'est qu'on n'a pas vu les œuvres ivoiriennes. Donc on a vu juste une photo du président Houphouët-Boigny. C'est un très bon monument et une très bonne place pour l'Afrique et surtout l'Afrique de l'Ouest. Donc je bénis Dieu pour la RTI qui est venue jusqu'ici à Dakar. Le complexe du monument comprend entre autres un théâtre de verdure pour spectacle, un restaurant et un musée. 1000 francs CFA sont nécessaires pour une visite simple et 3000 francs CFA pour ceux qui souhaitent aller au sommet des 52 mètres pour une vue panoramique de Dakar. Seulement, les caméras sont interdites à l'entrée du musée. Notre couple mauritanien sort tout juste de la visite du monument. C'est vraiment impressionnant, même en voyant ça de l'extérieur, c'est très joli. C'est très joli, donc franchement on est impressionné. Donc toute la journée on va passer ça ici. Ok, merci. Merci beaucoup. Thank you. Ne vous arrêtez pas juste à la statuette, visitez le musée. Il est très beau, il est très riche. Je suis allée jusqu'au chapeau de l'homme, comme on dit. Donc avec un ascenseur, c'est magnifique. Je suis entrée dans l'histoire de la Renaissance africaine. La statue de la Renaissance africaine a coûté environ 15 milliards de francs CFA et a une durée de vie de 1200 ans. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade en détiendrait 35% des droits d'auteur pour avoir dessiné les premiers traits de ce symbole du sursaut du continent africain. Voilà une histoire, un message. Le monument de la Renaissance africaine est un atout touristique pour la capitale sénégalaise et pourquoi pas de tout le continent. Reportage réalisé pour vous par le rédacteur en chef Adama Koni. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que suite à la mission conjointe d'évaluation APF Assemblée nationale qui a eu lieu du 17 au 20 juin 2019, la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tiendra du 5 au 9 juillet 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se félicite de cette décision et appelle à la mobilisation de tous pour la réussite de cet important événement, signé donc de l'Assemblée nationale, le secrétariat général. C'est une nouvelle qui réjouit principalement les populations d'Abidjan Nord. L'hôpital général d'Abobo, fermé depuis plus d'1 an pour des travaux de réhabilitation, est maintenant fonctionnel. L'établissement est désormais entièrement rénové et équipé pour le bonheur des populations. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à l'inauguration aujourd'hui, une réouverture saluée bien sûr par tous. Alexis Ouedraogo. Voici l'hôpital général d'Abobo, entièrement rénové. Fermé depuis plus d'1 an pour d'intenses travaux de rénovation, l'hôpital fait peau neuve au bonheur des populations. En tout cas, quand tu rentrais dans l'hôpital même, tu sentais réellement que la saleté était là. Mais maintenant, tu sens la propreté. Quand tu regardes au niveau des bâtiments, tout est propre. Donc, je suis très heureuse. Pour les patients qui sont à Bobo ici, ceux-là seront bien soignés dans un bon cadre. Et vraiment, c'est une bonne chose. Avant, là, c'était pas du tout joli même. Et puis, en tout cas, les équipements, je n'étais pas trop ça. Mais maintenant, là, dès que tu vois, tu sais que c'est bon. J'ai accouché en gré. Mais si l'hôpital était fini tôt, j'allais accoucher ici. Parce qu'on est très fiers de notre hôpital. Ce vendredi, elles sont d'ailleurs venues nombreuses accueillir le chef du gouvernement pour la réouverture de l'ouvrage. Pédiatrie, gynécologie, chirurgie, tous les services sont mis à la pointe de la technologie, conformément au programme de mise à niveau des hôpitaux de référence sur toute l'étendue du territoire. La vie commence à l'hôpital et se termine à l'hôpital. Et la qualité de la vie aussi se mesure à la qualité de la santé qu'on a. Donc à partir d'aujourd'hui, chez nous à Abobo, c'est un acte concret qui va améliorer notre quotidien, qui va améliorer notre qualité de vie. Et nous sommes très heureux. 13 mois durant, portés par un groupement d'entreprises ivoiriennes, les travaux auront permis à l'hôpital d'intégrer les normes internationales sanitaires. L'hôpital général d'Abobo Nord que nous vous livrons ce jour
complètement rénové et en phase avec les avancées de la technologie. Par son équipement matériel de dernière génération, dispose désormais d'un scanner digital de 16 barrettes, d'appareils de radiologie numérique mobile et fixe, d'un mammographe, d'échographe, d'unités complètes d'ophtalmologie, d'audiométrie d'oreille, et j'en passe. Pour le ministre de la Santé, il est important que chaque Ivoirien comprenne la politique santé du gouvernement. Notre cérémonie de ce jour marque l'élan du processus de densification du réseau sanitaire qui connaîtra la réception d'une série d'autres établissements. Avec la fermeture programmée du CHU de Yopougon en septembre 2019, ainsi que celle de l'hôpital d'Abobo Sud, c'est une réelle opportunité qu'offre cette mise en fonction de l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny. Akawele a invité les agents de santé à être des modèles dans l'exercice de leur métier, à prendre en compte les nouvelles dispositions pour améliorer le service auprès des populations. Présidant la cérémonie, le Premier ministre s'est réjoui avec les populations de cet ouvrage qui vient renforcer l'action sociale pour les plus vulnérables et offrir le meilleur en matière de santé. Il a annoncé pour très bientôt la construction d'un CHU dans la commune. Abobo, l'une des communes les plus peuplées du pays, ne pouvait rester en marge des grands projets en cours pour le progrès social des populations ivoiriennes. Et qui dit progrès social dit avant tout la santé et la possibilité pour les populations de satisfaire leurs besoins de santé. Amadou Gon Coulibaly exhorte population et personnel de santé à préserver l'acquis. Je vous exhorte à faire preuve de beaucoup plus de professionnalisme et surtout d'amabilité et d'empathie vis-à-vis de vos futurs patients et parturientes. Quant à vous, brave population de la commune d'Abobo, je vous invite à fréquenter votre hôpital, à suivre les instructions qui vous seront données pour la facilitation du travail des professionnels et à apporter également votre concours pour le maintien en état des locaux qui sont mis à votre disposition. C'est votre hôpital, prenez-en soin. Après le lancement des travaux du CHR d'Aboisson en mai dernier, la réouverture de l'hôpital général d'Abobo ce jour, prochain cap sur Adzopé, la ville verra sortir de terre son CHR. Abobo célèbre la réouverture de son hôpital général et prône également le vivre ensemble. Les populations invitent les acteurs politiques à tremper leurs plumes, leurs paroles et leurs actes dans l'encre de la paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Abobo, avec ses 2 millions d'habitants et son premier magistrat, disent non à la division, comme nous le rapporte Alexis Ouedraogo. Les communautés d'Abobo ont trop souffert de la division. De grâce, laissez Abobo en paix. Laissez Abobo en paix. Pour le premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko, plus question d'ouvrir une brèche pour la haine. Il faut savoir garder nos ambitions personnelles, nos faux rêves pour réaliser nos vraies vies. Il ne faut pas se disperser quand on est en famille. Il faut rester ensemble. Des mots soutenus par le Premier ministre qui en appelle à l'unité telle que prônée par le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a su créer autour de lui une famille et que son ambition donc aujourd'hui est de créer au niveau de la Côte d'Ivoire le rassemblement nécessaire des enfants de Côte d'Ivoire. Oui, pour relever tous les défis. Nous ne pouvons pas accepter les propos et les comportements qui divisent. Abobo a payé un prix fort lié donc à la division des Ivoiriens. Les populations d'Abobo, plus que les populations de toute autre commune, savent ce que l'on retrouve quand on est en paix, voient les gains de la paix. Donc je comprends que le maire d'Abobo, le premier magistrat de la commune, s'insurge et dise que les propos de haine, les propos de division ne peuvent pas, ne doivent pas être acceptés en Côte d'Ivoire et ne peuvent pas être acceptés ici à Abobo parce que Abobo veut vivre en paix. Le maire d'Abobo n'a pas manqué de dire sa reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement engagées
dans la commune. Des femmes leaders donnent aussi de la voix pour la paix dans notre pays. Elles disent non au discours de division et de haine. Elles se sont exprimées, vous allez le voir, au cours d'un point presse ce vendredi. Ces femmes leaders d'opinion appellent la classe politique ivoirienne à prôner la paix dans les discours pour préserver notre cher pays. Herman Givé. L'organisation des femmes leaders à Caen de Côte d'Ivoire conteste les déclarations du président du PDCI RDA. Une question centrale, la nature des propos tenus par le président du PDCI RDA. Nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie les propos xénophobes et racistes qui appellent à la haine des étrangers du président du PDCI. Une contestation sans mesure, dans la forme et dans le fond. Ces propos sont à la fois dangereux et ne reposent sur aucune preuve, car la Commission électorale indépendante, dans le cadre de la mise en place de la liste électorale, a toujours fait preuve de grande transparence. Faux, mathématiquement, parce que sur une population d'environ 26 millions d'habitants, le nombre d'électeurs est établi à 6 500 000, soit 25% de la population contre 54% au Ghana, où avec 29 millions d'habitants, l'on enregistre 16 millions d'électeurs, soit un taux de 54%. S'il est vrai, comme le dit M. Bédier, que ce sont les étrangers qui sont enregistrés pour en faire des Ivoiriens dans la perspective des élections, le taux d'électeurs ne serait pas de 25%, mais plutôt un taux élevé qui rivaliserait avec celui du Ghana. Or, il n'en est rien du tout. Ce qui revient à dire que les propos de M. Bédier sur la fraude de la nationalité pour faire un électorat ne repose sur aucune base réelle. Il fait donc du faux et dit des contre-vérités pour troubler les Ivoiriens et le pays. Pour l'organisation des femmes leaders à Caen, ces propos sont de nature à opposer les différentes communautés qui vivent en Côte d'Ivoire. Attachés à la paix, à la stabilité et au développement de la Côte d'Ivoire, nous disons haut et fort, non au retour déguisé de l'ivoirité. Dans le lit de cette déclaration, la projection d'un film où on y voit le président du PDCI RDA en visite au Ghana voisin pour, dit-on, rendre hommage à ses racines et solliciter leur soutien pour 2020. Au terme de cette déclaration, les femmes leaders à Caen affirment qu'elles feront tout pour préserver la paix en Côte d'Ivoire. D'autres femmes de la région des Grands Ponts ont décidé de marquer leur adhésion au RHDP. Au nombre de 1500 femmes, elles ont pris l'engagement de relayer sur le terrain les messages des rassemblements et de cohésion dans leur localité. On retrouve notre reporter Herman Givé. L'esplanade et la salle des fêtes de l'hôtel Akbaro de Dabou, devenue exiguë pour accueillir ces femmes de la région des Grands Ponts qui ont décidé d'adhérer au PDCI Renaissance. Venues des villes et villages de cette région, elles ont tenu à manifester leur soutien au PDCI Renaissance. Elles seraient 1500 selon Mireille Niaï Adou, chargée de la mobilisation, et auraient répondu à l'appel de la paix. Les Grands Ponts veulent démontrer par ces femmes qu'il est temps d'aller de l'avant. Nous commençons à rentrer dans les villages à partir de la semaine prochaine parce que les femmes nous ont donné certaines de leurs préoccupations. Donc dès la semaine prochaine, nous allons commencer à exécuter, répondre à leurs sollicitations. Représentant du président du mouvement PDCI Renaissance, Claude Isaac Day, vice-président de ce mouvement, a félicité ces femmes pour la vision épousée, les rassurant de son engagement à leur côté. Le RHDP avec le PDCI Renaissance à l'intérieur est fonctionnel. Dans tous les villages des Grands Ponts et dans le quartier, on doit attendre 400 personnes, on est à peu près à 1500. Ça veut dire en fait que, parce que les femmes voulaient montrer, d'abord, leur adhésion au PDCI Renaissance, mais aussi au RHDP. Elles disent qu'elles ont confiance. Elles se mettent ensemble et suivent. Parce que ça fait que devant, il y a la vérité. Dans le respect de la tradition et de la célébration des grandes décisions dans le Léboutou, ces femmes ont à leur manière
exprimer leur joie d'adhérer au mouvement politique PDCI Renaissance. Le mouvement citoyen Génération Gagnante prône aussi la paix et le développement sur le terrain. Ce mouvement, composé d'élus et de jeunes cadres de l'administration, vise la promotion des actions de développement du chef de l'État et de son gouvernement. Son président, Lansine Diaby, a pris part à la cérémonie d'hommage des acteurs du vivrier organisée dans la commune de Yopougon. Konaté Moussa pour le reportage. Les acteurs du vivrier s'engagent avec le mouvement citoyen Génération Gagnante. Ces hommes et femmes, réunis au sein d'un syndicat dans le secteur du vivrier, décident de faire chemin ensemble avec le mouvement Génération Gagnante pour la promotion des actions de développement du chef de l'État et de son gouvernement. Le GG, c'est un mouvement citoyen qui œuvre pour le développement, qui épouse l'idée de développement du président, son Excellence Alassane Ouattara. Et étant donné que nous sommes des jeunes conscients du devenir de notre nation, nous nous engageons ainsi à suivre Génération Gagnante afin de faire prospérer notre nation. Et vous voyez, elles sont sorties massivement. Donc elles adhèrent au mouvement GG. Parrain de la cérémonie, le président du mouvement citoyen Génération Gagnante encourage les acteurs du vivrier pour leur engagement. Lansine Diaby les exhorte à poursuivre leurs activités quotidiennes afin de contribuer au bien-être des populations. Ma présence ici vise à rendre hommage à votre engagement au service de la société, votre dynamisme, car vous méritez d'être soutenu eu égard à votre contribution à l'économie et au développement de notre pays. C'est grâce à vous que nous arrivons à avoir des vivres. Quelle tâche merveilleuse! Le président de la République et son gouvernement sont soucieux de travailler pour la paix, pour la cohésion entre les filles et les filles de Côte d'Ivoire, ainsi que votre bien-être. Tel est également l'objectif du mouvement citoyen et républicain Génération Gagnante. Le président Lansine Diaby invite également les acteurs du vivrier et l'ensemble des populations et de la classe politique à s'abstenir des discours visant à fragiliser la réconciliation. Et le développement prend aussi en compte la question du respect des droits de l'homme. Qu'en est-il justement de notre pays? Ces droits sont-ils respectés? La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zebeyou, répond oui à cette question à la tribune de l'AIP. Le gouvernement a-t-il indiqué veille à l'application et au respect des droits de l'homme? L'invité de l'agence ivoirienne de presse appelle par ailleurs chacun à miser sur la scolarisation des enfants devenus obligatoire dans notre pays. On en sait plus avec Issa Chonayeo. Les droits de l'homme au cœur des préoccupations du gouvernement. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme l'a signifié au cours du forum d'échange et d'information, la tribune de l'AIP. Des progrès ont été faits en ce qui concerne la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ces progrès ont été faits au niveau de la Constitution parce que tous les aspects des droits de l'homme ont été pris en compte. La reconnaissance de la société civile, les droits et libertés qui, à ces articles, avec 22 articles, sont passés à 26 articles. Des dispositions ont été prises en ce qui concerne les femmes, les enfants. Cette lucarne a été l'occasion pour Aimé Zebeyou de faire le tour de certaines questions d'actualité, dont la cogestion du foyer et la détention préventive. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a des progrès qui ont été faits dans tous les pays. Au niveau de la détention, il faut constater aussi que des progrès ont été faits par la réhabilitation des maisons d'arrêt en conformité aux normes internationales. Des réhabilitations ont été faites, des constructions de nouvelles prisons ont été faites. Et donc, sur ce plan-là, il y a de l'amélioration. Quand on dit cogestion, quand on dit le bail des plus chefs de famille, tout le monde s'irrite. C'est un droit. Ça fait partie aussi des droits. C'est une cogestion, un consentement. On doit s'entendre. C'est ça. C'est le principe du fait que les époux doivent s'entendre sur tous les points. C'est de privilégier la communication en fait. Le droit à l'éducation à travers le slogan « L'école pour tous » n'est pas passé sous silence au cours des échanges. L'école est obligatoire, a eu son effet, puisque déjà même au primaire, on commence à avoir beaucoup plus de filles. Le nombre de filles a augmenté. C'est un effet positif. Si on veut aller plus loin, dans l'école obligatoire, on doit même entrer dans chaque maison
pour voir quels sont les enfants qui sont là-bas et qui ne vont pas aller. Pendant 1 heure durée des échanges, la secrétaire d'État Aimé Beyou a montré que le gouvernement est déterminé à faire de la Côte d'Ivoire un pays modèle dans le domaine des droits de l'homme. La sécurisation des biens des personnes est aussi un droit à préserver. La question préoccupe justement les États. Depuis hier, jeudi, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, abrite le forum sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la zone UEMOA. Ce forum est organisé par le GEPAO, le groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest. Sidonie Davila, depuis le Burkina Faso. Attaque terroristes au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, toute la sous-région est secouée par le phénomène. Face à la recrudescence du terrorisme, surtout ces derniers mois au Mali et au Niger, les hommes de médias de la zone UEMOA, à la recherche de solutions dans la lutte contre le fléau, mettent l'accent sur leur contribution. Il ne s'agit plus de nous contenter de rapporter les faits, mais nous pensons que nous avons un rôle important à jouer dans la lutte contre ce terrorisme-là. Il y a les contraintes professionnelles que nous avons, il y a le respect de la déontologie, de l'éthique, il y a les contraintes sécuritaires aussi. Il faut pouvoir conjuguer tout cela pour que les journalistes puissent s'insérer dans cette lutte-là qui nous regarde tous. Ce n'est plus une affaire des forces de sécurité ou des forces politiques, mais c'est toute la société ouest-africaine qui est concernée. Ce cadre de réflexion dénommé Forum de Ouaga planche sur le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, entre contraintes sécuritaires et devoirs professionnels, est soutenu par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une initiative du GEPAO, groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest. Le thème de ce forum constitue une opportunité pour nos pays sahéliens d'avoir un cadre de dialogue et de partage d'expériences afin de trouver des solutions à la préoccupation sécuritaire. Le choix du pays pour la tenue de ce forum n'est pas un hasard. Le Burkina Faso continue d'essuyer les assauts meurtriers des criminels. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, également président en exercice du G5 Sahel, se réjouit de participer à cette cérémonie. La rencontre qui s'ouvre ce matin à Ouagadougou et dont l'objectif est de contribuer à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région prouve à souhait l'importance des actions concertées pour venir à bout de la menace terroriste dans notre sous-région. C'est du reste ce qui justifie la création du G5 Sahel à l'initiative des 5 pays du Sahel en février 2014 et dont la double vocation est de lutter contre le terrorisme et de promouvoir l'intégration économique régionale. C'est à juste titre qu'il devra être combattu partout où il sévit. Dans cette entreprise, les médias ont une importante partition à jouer. Outils de sensibilisation, de formation et de conscientisation, les médias véhiculent au quotidien nos valeurs et nos espoirs. Les travaux de réflexion devraient déboucher, entre autres, sur la mise en place des mécanismes de bonne pratique et une politique commune en matière de communication dans la lutte contre le terrorisme. Une conférence internationale se tient toujours sur le continent africain. L'événement est organisé au Tchad et concerne les pays de l'Afrique francophone. Il vise à œuvrer pour l'éducation des filles et la formation des femmes. Explication détaillée avec notre envoyé spécial, Éric Goury. L'Afrique francophone mobilisée pour l'éducation des filles et la formation des femmes. La Côte d'Ivoire est présente à cette conférence internationale de l'OIF pour contribuer à la recherche de solutions durables en faveur des filles et des femmes. La ministre Liramata Bakayeko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représente le président de la République. Nous avons la chance quand même en Côte d'Ivoire que toujours à travers le ministère en charge de l'éducation, les écoles coraniques sont institutionnalisées. Et nous avons des leaders religieux qui sont très engagés dans la scolarisation de la petite fille. Donc notre plaidoyer, c'est de continuer donc, cette sensibilisation auprès des familles, auprès des communautés, pour que la petite fille ait aussi sa chance
d'aller à l'école. Cette conférence internationale qui a lieu à N'Djamena enregistre la présence de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Il est évident que l'évolution du niveau d'éducation des filles a une incidence favorable sur le revenu et le bien-être familial. Plus instruites, les femmes renforcent mieux leur potentiel productif et participent efficacement aux actions de développement du pays. Des tables rondes sur le renforcement des systèmes éducatifs, l'égalité d'accès et de réussite, le financement qu'il faut pour atteindre la parité entre autres. Plusieurs ateliers se tiennent également en marge de cette conférence internationale. Un autre membre du gouvernement ivoirien, le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano, est aussi en déplacement à l'étranger. Il est au Vietnam où il poursuit son offensive diplomatique à Hanoï. Depuis quelques jours, vous allez le voir, il multiplie les rencontres avec les autorités de ce pays et avec les entreprises locales. Michel Digré, depuis le Vietnam. Une heure d'échange avec le Premier ministre du Vietnam et des retombées assez importantes qui vont renforcer l'axe Hanoï-Yamoussoukro. Nous avons envisagé positivement la visite d'État que le président de la République doit effectuer au Vietnam au mois d'octobre. Nous avons parlé de la nécessité, à l'occasion de cette visite du chef de l'État, de signer un certain nombre d'accords, notamment les accords qui en général boostent l'investissement étranger dans notre pays, à savoir l'accord de promotion et de protection des investissements et l'accord de non-double imposition. Donc il m'a donné l'assurance que ces accords pourront être signés. Nous avons également évoqué la nécessité de diversifier notre coopération. Notamment, nous leur avons indiqué que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et que nous souhaitons transformer de plus en plus de cacao en Côte d'Ivoire. Et également, nous avons évoqué la problématique du riz. La Côte d'Ivoire importe beaucoup de riz, notamment du riz vietnamien. Mais notre volonté pour la Côte d'Ivoire, c'est évidemment de produire de plus en plus de riz en Côte d'Ivoire et d'être autosuffisant en riz. Avant cette audience à la primature, Marcel Amontano a eu une séance de travail avec la direction générale du groupe TNT, une entreprise vietnamienne qui veut transformer 200 000 tonnes de noix de cajou par an sur place en Côte d'Ivoire. Toutefois, quelques préoccupations ont été posées par les investisseurs vietnamiens. Marcel Amontano a tenu à les rassurer. Je jouerai mon rôle d'être l'interlocuteur entre vous, l'État et les ministères techniques pour que les différents obstacles soient levés. Je vous remercie. Le Vietnam achète à lui seul 55% de la production ivoirienne de noix de cajou. Voilà, je rappelle pour terminer, l'actualité sportive sur le continent africain est dominée par la CAN 2019. Le coup d'envoi a été donné ce vendredi au Caire. Le match inaugural Égypte, pays hôte, et le Zimbabwe s'est soldé par la victoire des Pharaons, 1-0. Et la CAN se poursuit demain en Égypte. À l'affiche, vous aurez la RD Congo qui sera face à l'Ouganda. Le Nigeria jouera contre le Burundi. La Guinée jouera contre Madagascar. Et tous ces matchs vous seront retransmis en direct sur RTI1. N'oubliez pas, les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront les Bafana de l'Afrique du Sud le lundi 24 juin prochain. Et on croise les doigts pour la victoire des éléphants. Très belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Et la CAN se poursuit sur les antennes de RTI.